Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby, enfin qui essaie, parce qu'il n'y met pas vraiment du sien le rugby. Bienvenue dans Crunch, donc le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, après ce match d'anthologie contre l'Irlande, qui nous a donné envie de boire de la ciguë, on va se demander ce qui s'est passé pour que le 15 de France sombre à ce point, dans ce qu'on se demande si ça ne serait pas le pire match de l'équipe de France de tous les temps. Puis à 6 mois de la Coupe du Monde, on se demandera s'il ne faudrait pas garder l'équipe, mais virer le staff pour commencer à construire pour de vrai pour la Coupe du Monde, mais celle d'après, de 2023. Et on finira en se demandant à quoi peut servir le dernier match du tournoi samedi contre l'Italie. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut tout le monde. Laurent Campistron, salut Laurent. Salut. Et Arnaud Requena, en direct d'Irlande. Salut Arnaud. Bonjour Christelle. Et bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant tout, on va revenir sur vos pronostics pour Irlande-France. On rappelle que ça a donné du 26-14. Arnaud, toi, tu avais été pris d'un optimisme inconsidéré. Tu avais pronostiqué une victoire de la France, 19-15. Bon, tu es licencié, Arnaud. Ouais. Clem, lui, nous avait donné un 28-10 pour l'Irlande, mais surtout Renaud nous avait pronostiqué un 23-15 pour l'Irlande. Donc voilà, on peut féliciter Renaud et donc préparer la lettre de licenciement d'Arnaud. On finit le podcast, Arnaud, et après t'es viré. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Toi, tu avais pronostiqué un 19-15 pour l'équipe de France, Arnaud. Donc on se dit que tu vas être licencié. J'ai répondu que même les meilleurs se trompaient. C'est vrai. Pouvaient se tromper. Ouais. Voilà. Bon. Non, c'était. Et Renaud Bourrel devait être pas loin du bon score, non ? Oui, il était à 23-15 pour l'Irlande. Il est très bien, Renaud. 23-15, oui. Ouais, il est très bien, Renaud. Ouais. C'est à peu près la seule chose qui a été le pronostic de Renaud en ce qui concerne le match contre l'Irlande. Alors, les stats, en général, c'est personnel, ça m'agace un peu. On en sort pour dire à peu près tout et n'importe quoi, mais là, toutes celles de la première mi-temps, c'est autant de fessées qu'une nue, en fait. Tu passes 5 secondes dans les 22 adverses, ton adversaire passe 89% de son temps dans ton camp. Sur tes 26 séquences, 10 ne dépassent pas un pauvre temps de jeu. Au bout de 30 minutes, ton deuxième ligne, Lambé en l'occurrence, a plaqué autant à lui tout seul que toute l'équipe adverse. Il a fait 17 plaquages contre 18 pour les Irlandais. C'est des chiffres délirants. Arnaud, toi qui couvres l'équipe de France depuis un petit peu de temps, t'avais déjà vu un truc pareil ? Jamais. Ça a été d'ailleurs, j'ai lancé la première question hier en conférence de presse en disant que j'étais vieux, mais pas trop quand même, je précisais, mais que je n'avais jamais vu une domination pareille sur l'équipe de France. C'est pas compliqué, pendant 40 minutes, on a regardé une seule fois à droite pour un essai refusé, et sinon on avait toujours les yeux rivés sur la petite tribune de 12 rangs là au fond, et à ça je peux vous dire tous les spectateurs qu'il y avait, on n'a pas bougé les... C'est unique, tu disais Arnaud, c'est unique toi, de ton point de vue pour un match de l'équipe de France de voir une mi-temps aussi déséquilibrée, mais je me demande même si c'est pas... Est-ce que c'est pas unique dans l'histoire des matchs entre les grandes nations, on va dire ? Parce que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu comme ça une équipe autant s'installer dans le camp adverse. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un 89-11 de territoire à la fin d'une mi-temps. Ouais, je veux dire, même un match France All Black Géorgie ou un truc comme ça. L'adversaire arrive quand même à porter un peu le ballon, à s'installer. Même 30 secondes, disons, c'est pas beaucoup, mais dans les 22 adverses, où là rien. Et c'est... Non, mais en plus, à la limite, ce qui a compliqué le truc hier, c'est que les Français, en première mi-temps, ils ont défendu comme des fous. De toute façon, ils avaient que ça à faire. Donc, ils ont retardé quelque part l'échéance. À la limite, s'ils avaient pris 2 ou 3 essais plus vite, peut-être que... Avec les renvois, ils auraient pu s'installer dans le camp adverse. C'était ahurissant, quoi. On se disait... Et à un moment, c'était tellement... fou qu'on se disait, mais ils vont arriver à la mi-temps à 7-0 et là, c'est un miracle Salomon, quoi.
Mais il s'est passé quoi, Arnaud, exactement? Parce que nous, on a vu à la télé, Arnaud, on sait que c'est toujours un peu tronqué, les plans de télé. Toi qui avais une vue d'ensemble, il s'est passé quoi exactement, en fait, pour qu'on sombre à ce point-là? Joe Schmidt disait que l'équipe d'Irlande avait été extraordinaire, qu'elle avait fait preuve d'une ténacité incroyable. Non, les Irlandais, c'était pas compliqué. Ils voulaient avoir 4 essais pour faire le bonus et pour aller gagner à Cardiff la semaine prochaine pour gagner le tournoi. Donc c'était leur unique but. Et en plus, ça fait un petit moment que l'équipe d'Irlande ne tape plus les pénalités systématiquement en touche. C'est pas une stratégie anti-française. Et donc elle a serré le kick français. C'était terrible, quoi. Je me souvenir quand se blesse Poirot là, quand il se fait le genou. On a essayé de sortir du camp en se faisant des petites passes, alors qu'il y avait Ramos qui était au fond, et on s'est dit mais pourquoi ou ils l'ont pas vu, ou ils ont pas confiance, ou enfin c'était bizarre, quoi. Même s'il avait trouvé une touche de 3 mètres, au moins c'est moins périlleux que de relancer sur la ligne, quoi. De se faire des passes sur la ligne, des passes de 20 cm, quoi. Comme le dit Arnaud, il y a une performance de l'équipe d'Irlande. Voilà, c'est une équipe hyper bien organisée, très sûre d'elle, sûre de ses forces, qui déroule son rugby, et elle a réussi à étouffer l'équipe de France. Mais la première mi-temps, c'est aussi l'indigence de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, avec Laurent, ce matin, on a regardé chacun de notre côté la première mi-temps, c'est un peu la même réflexion. C'est une défense, certes, qui s'accroche, mais qui n'est pas offensive à aucun moment, ou rarement. Elle arrive à asséner des plaquages offensifs, à avancer, à gratter des ballons, à retarder des sorties. Elle arrive très peu. Et le deuxième aspect, c'est une équipe de France qui, quand elle a le ballon, est d'une pauvreté abyssale. Que l'équipe de France perde en Irlande, oui. Que l'équipe de France ne soit pas une bonne équipe de niveau international aujourd'hui, oui. Mais à ce point-là, c'est pas digne, en fait. Là, on est dans un moment où c'est pas digne du niveau international. C'était une équipe qui était une pauvreté technique, une pauvreté d'organisation, d'une pauvreté. Elle maîtrisait pas ses nerfs, elle maîtrisait pas ses nerfs, la pression adverse, quoi, comme ballon en main, je veux dire. Et voilà, l'Irlande, certes, a été excellente, mais la France a été un sparring partner, mais vraiment un sparring partner sans les gants et sans le casque, quelqu'un prenait plein à poire. Oui, ça c'est sûr. Oui, parce que même sur des choses très très simples, comme le dégagement en touche, par exemple, on a eu UG qui fait un arrêt de volée à un moment donné, il trouve une touche à 10 mètres devant lui. Donc à chaque fois qu'ils avaient eu l'occasion de respirer un petit peu, se donner de l'air, ils ont trouvé des touches. Il y a aussi un Tamac qui fait pareil, Dupont, des touches de 10 mètres où tu arrivais à peine à sortir de tes propres 22 mètres. Ce qui fait que le ballon revenait systématiquement comme une balle de ping-pong, quoi. C'était injouable. Comme tu fais des plaquages de partout et que tu défends quand même très fort, forcément tu fais des fautes. Donc pénalité, coup de pied, tu revenais à 5 mètres. En fait, c'était un enfer, quoi. Les mecs, ils allaient des 5 mètres aux 22 mètres. Je pense pas que les GPS disent qu'ils ont couru 20 bornes, ça m'étonnerait, mais ça va être compliqué de faire du 5 mètres ou 22 mètres pendant 40 minutes. Hein. Mais là, on a frôlé le ridicule quand même à plusieurs reprises. Non, on était dedans. Hein. Il y a au moins 2 fois où c'est gaguesque. L'action où se blesse Poirot, quand je dis que c'est un gag, c'est malheureux pour lui. Mais jouer un ballon à 2 reprises derrière un ruck alors qu'on a un pied dans son embut, le ballon qui flirte avec la ligne d'embut, c'est voilà, sachant qu'à ce moment-là du terrain, il n'y a plus de ligne de hors-jeu et qu'effectivement, il suffit d'appuyer sur le ballon pour qu'il y ait essai. Il y a cette action qui est incroyable. Et puis la deuxième qui fait rire après coup, et sur le moment elle est incroyable aussi, c'est ce coup de pied offensif récupéré en l'air par Ituria dans notre camp, et d'une situation positive où on gagne un duel aérien, le ballon roule par terre, Penaud le ramasse sans le ramasser, puis donne un coup de pied dedans pour Picamol qui recule, qui le ramasse et qui recule de 5 mètres, qui le donne à Ramos, qui se retrouve sous la pression de 5 Irlandais, récupération du ballon irlandais, et derrière, je ne sais plus comment ça finit, mais donc en fait, même quand il y a eu du semblant de positif, ça s'est transformé en situation mal gérée. On n'a pas parlé sur l'essai irlandais des 2 Français qui se plaquent quand même. C'est ça, c'est Ficou et UG, je crois. C'est des Sexton. Qui se rentrent dedans, quoi. Ah, mais Camille Chat qui entre aussi, il entre, il est tout frais, il fait un lancer en touche. Ah, c'est plus tard. Le premier lancer, il faut le montrer dans toutes les écoles de rugby. C'est pas ça qu'il faut faire, quoi. C'est peut-être ce qu'il a voulu. C'était grotesque.
Et c'est une question que je vous pose un peu à chaque fois, mais me demander comment ils étaient après en zone mixte, parce qu'on a eu quand même quelques éléments de langage où on a un peu l'impression qu'ils nous prennent, si ce n'est pour des cons, au moins pour des fraises des bois. Tu les as trouvés comment, toi, en zone mixte, les joueurs? Disons que c'était pas le même circonstance qu'à week-end, mais là, ils étaient complètement impuissants, et par contre, ils ont pris... je pense que physiquement, c'était plus dur. Il y avait des joueurs beaucoup touchés, quoi, beaucoup marqués. Guirado était tout rouge au visage. En fait, je pense que c'est vachement lié au style de jeu irlandais. C'est-à-dire que les Anglais, ils avaient clairement choisi une stratégie où il fallait pour faire courir l'équipe de France et la pousser à l'asphyxie. L'Irlande, elle était fidèle à ce qu'elle fait d'habitude. C'est beaucoup de défis directs, de percussions directes, d'affrontements, quoi, et avec des temps de jeu qui s'enchaînent. Je pense pas que, en termes d'intensité, c'était un match fou. Par contre, là, on a vu clairement le décalage d'organisation, le contraste en fait entre l'Irlande et la France, c'est le décalage de l'organisation, de la maîtrise, des repères collectifs, et c'est là où c'est très inquiétant parce que l'équipe de France est... Ouais. J'ai parlé avec Félix Ambey après le match, il disait ça arrive parfois un match où tu es cantonné 10 minutes, un quart d'heure sur ta ligne, et tout d'un coup tu t'en sors, tu pars en contre. Donc il me dit j'avais toujours cet espoir-là, quoi. Mais sauf que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alors il dit on s'accrochait à ça, quoi. C'est-à-dire voilà, ça va bien. Il y a bien un moment où on va récupérer le ballon. Mais c'est pas arrivé. Ça revenait comme des boomerangs. Je sais même pas si c'est un problème d'organisation, quoi. Si, il y a quand même un décalage. Vous êtes mal axé dans un truc, là. Oui, mais Arnaud, t'es mal axé, t'es mal axé, mais t'as le ballon à des moments, et t'as le ballon pour faire des petites choses. Et quand c'est à toi de faire, en fait, c'est là où tu vois le contraste. Des petites, alors, hein. Je pense à une action à la fin de la première mi-temps. Il y a une possession française à l'entrée des 22 Irlandais. Il y a plusieurs moments où la sensation, c'est que Dupont cherche autour de lui l'organisation, la structure, les joueurs qui doivent venir et qui viennent peut-être pas. Et c'est en ça que le contraste est immense, parce que les Irlandais, ils inventent pas grand-chose. Par contre, ils sont d'une précision clinique. Toutes leurs courses avant la prise de balle, quand ils ont le ballon, ils sont vachement dans la préaction. Du coup, ils prennent le ballon lancé. Ils arrivent avec des angles de course. Ils arrivent avec des soutiens qui leur proposent des solutions et qui, du coup, font peser un doute sur la défense. Et ensuite, ça veut dire que duel gagné, ça veut dire que rock rapide, ça veut dire que le ballon s'enchaîne. Alors que, en sens inverse, l'équipe de France était dans une non-organisation et qui posait beaucoup de questions. Sexton a été très bon dans le jeu sans ballon, quoi. Ouais, il organise tout. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fin de première mi-temps, on a une touche à 55 mètres de la ligne à peu près, et c'est Basta qui prend la balle en touche. Oui. Je te dis, c'est un bon lancement, mais c'est ridicule de le faire à 55 mètres de la ligne. Et puis quand tu compares avec la qualité des lancements de jeu irlandais, tout Basta qu'il soit, il faut le faire à 30 mètres. Et tu comprends pas pourquoi c'est fait à ce moment-là, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à aller à 30 mètres. Mais il la prend à 50 mètres de la ligne, quoi. Il y a une bonne réponse de Christelle. Le problème, c'est que tu peux pas attendre d'être à 30 mètres pour la faire, parce que tu n'es jamais à 30 mètres. Oui, d'accord, mais bon, tu peux espérer l'être à un moment, quoi. Et en tout cas, 55 mètres, tu le fais pas, quoi. Je veux dire, t'as aucune chance que ça marche. Finalement, les Français ont eu le ballon quand l'Irlande l'a décidé, quoi. À l'heure de jeu, quand ils ont fait sortir tous leurs leaders. Là, effectivement, on avait un peu plus de jeu et encore pas tellement, quoi. Et après, il y a un truc que personne n'a abordé, mais on a quand même eu de la chance hier, c'est de ne pas prendre des cartons jaunes. Hein. Oui. Je sais pas combien attendait l'arbitre pour sortir Ituria, notamment, qui a fait beaucoup de fautes. C'était aussi. Vraiment avant qu'il sorte Bamba, Aldeguiri qui a volé sur le côté droit, là. Il y a un moment où je me suis demandé si en ne le sortant pas, il était dans une position d'empathie, on va dire, vis-à-vis de l'équipe de France, où il ne voulait pas que le match vire au massacre. Et de la même manière, la réaction de Joe Schmidt, qui à mi-temps, à la 50e, fait sortir Rory Bess, Johnny Sexton et Conor Murray. Les gens finissent par avoir pitié, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un côté, nous, on en a fini avec vous, on passe à autre chose, quoi. La semaine prochaine, on a un match important, les gars. C'est ce que me disait Philippe Saint-André, que j'ai vu tout à l'heure.
Il m'a dit, le pire, c'est quand Joe Schmidt sort ses leaders, là, c'est fini, on prépare Cardiff. Il dit, ça, c'est terrible. Ouais. C'est pas du foutage de gueule, c'est pas, voilà, c'est très, voilà. Non, c'est froid. La première mi-temps, elle est indigne, et c'est vraiment une première mi-temps catastrophique, mais finalement, ce match-là, les 26-0 qu'il y a à la 50e, 60e minute, faut dire, c'est pas un accident, quoi. C'est le reflet du rugby français d'aujourd'hui, de l'équipe de France d'aujourd'hui et du rugby français. Oui. Et il y a une logique à ce qu'il y ait 20 points d'écart aujourd'hui entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande, et il y aurait même pu avoir plus. Tu disais la même chose à Twickenham, mais parti du stade, le 3e mondial face au 10e, ben c'est normal qu'il y ait cet écart-là, quoi. Bien sûr. Mais nous, notre catégorie, c'est l'Écosse, c'est l'Italie. Oui, mais si je le dis, c'est aussi parce que je pense que dans une bonne partie aujourd'hui de l'opinion publique, on va dire, mais aussi, je pense que chez des gens, des dirigeants, on va dire, des gens importants dans le rugby français, il n'y a pas la conscience qu'aujourd'hui, l'équipe de France, le rugby français est largué. C'est pas dû à des circonstances, c'est pas dû qu'à un staff, c'est pas dû qu'à un truc, c'est dû à un ensemble général qui fait que l'équipe de France est larguée. Et aujourd'hui, quand elle va en Irlande, elle prend 30 points. C'est quasiment... Là, on parle beaucoup de cette première mi-temps parce qu'elle est catastrophique. Mais quand l'équipe de France prenne 30 points, so what ? C'est d'une terrible logique. Et ça fait mal, entre guillemets, de dire ça. Mais c'est la réalité. Et il faut l'accepter pour pouvoir envisager des changements. Tu évoquais le staff, Alex. On va passer au deuxième sujet où il en est question. Le staff de l'équipe de France, c'est Julien Bonner à la touche, Sébastien Bruno à la mêlée, Jean-Baptiste Elissalde pour les 3/4, Jean-Marc Bédered à la défense et Philippe Doucy au jeu au pied et aux skills. J'ai fait le tour là. Plus Jacques Brunel. Oui, voilà. Alors, tous les noms ne sont pas forcément hyper connus du grand public, mais on rappelle que l'appel à candidature à l'arrivée du nouveau sélectionneur n'a pas vraiment déclenché un tsunami d'envie. Hein. Et puis le staff, c'est Jacques Brunel, le sélectionneur, qui nous prend donc pas pour des fraises des bois, puisque après la copie rendue en Irlande, il a dit qu'il retenait les 20 dernières minutes et que sur ces 20 dernières minutes, l'équipe de France avait montré qu'elle pouvait rivaliser avec toutes les équipes du tournoi. Et la marmotte... bref, est-ce qu'il faudrait pas en finir en fait avec ces gens, avec ce staff tellement sûr de lui que dès qu'on le critique, on se fait sortir du groupe. Je sais pas, Laurent, est-ce qu'il faudrait faire table rase là de... C'est compliqué, on est quand même à 7 mois maintenant de la Coupe du Monde, il reste 4 matchs d'ici, oui c'est ça, 4 matchs d'ici le début de la compétition. Mais je t'arrête parce que cette Coupe du Monde, est-ce qu'on, pour le coup, on virerait pas le staff, on garderait pas l'équipe et on construirait pas pour 2023, tu vois, vraiment, cette Coupe du Monde, on va la jouer avec les petits là et comme Woodward à l'époque avec la génération Wilkinson. Alors pour le coup, garder l'effectif tel qu'il est aujourd'hui, je pense que s'appuyer sur les jeunes, je pense qu'effectivement ce serait la meilleure solution, quitte à avoir des résultats un petit peu mitigés d'ici la Coupe du Monde. Il faut leur donner du temps de jeu, c'est à ces gamins, même s'ils sont passés un petit peu au travers hier. Parce que là, effectivement, il reste 4 matchs, mais c'est 2 matchs contre l'Italie, 2 matchs contre l'Écosse, des équipes qu'on est censé quand même pouvoir battre. Donc redonner un petit peu de confiance à ces jeunes-là en gagnant, mettons 3 matchs sur les 4 qui arrivent, plutôt que de rappeler des anciens, remettre toujours des Parra, des Lopez. Ils seront là de toute façon, je pense, pour encadrer les gamins. Mais après, pour revenir au niveau du staff, je suis assez partagé. Je ne suis pas certain que ce soit la solution. Et puis de toute façon, qui prendre... Aujourd'hui, on est au mois de mars. Là, les entraîneurs sont à peu près tous en contrat ailleurs. C'est pareil, ça me paraît un petit peu compliqué. Pour rigoler, j'ai eu Fabien Galtier ce matin au téléphone puisqu'il est consultant pour l'équipe et on a préparé la palette de demain. Et je lui ai dit en rigolant, prépare-toi à ce que ton nom ressorte assez rapidement. Parce que chaque fois qu'il est question d'un nouveau sélectionneur ou d'un nouveau membre du staff, effectivement, son nom ressort. Et moi, sur la question du staff, la première des choses, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on a acquis une certitude, c'est que c'est le problème de l'équipe de France, c'est pas le staff, c'est pas les joueurs, c'est un ensemble. C'est un truc qui dépasse le cas du staff de l'équipe du staff, ça dépasse les joueurs, la qualité des joueurs. C'est un problème
système, de formation, de jeu dans le top 14. Mais du coup, on commence par rien, tu vois. Oui, mais une fois que j'ai dit ça, chacun aura son avis, peut dire le staff il doit dégager, il doit pas dégager. Mais en tout cas, je pense que si on pense que un changement de staff va tout changer, on se trompe. Je dis ça et je pensais que il y avait une logique à écarter Guinoves en 2017. Des mois après, on peut juste constater que ça n'a pas apporté de rebond. Et la deuxième chose, c'est qu'il est évident que le match d'hier, plus peut-être à mon sens que le match en Angleterre, parce que le match en Angleterre, tu touches à des limites de rythme chez les joueurs de l'équipe de France, mais le match d'hier te fait toucher des limites d'organisation, de structure, de jeu, et du coup, là, on peut se poser la question de la qualité du staff, la qualité du travail du staff, de ce qui est compris ou pas compris par les joueurs, est-ce que ce staff est au niveau du niveau international. Enfin voilà, là vraiment, pour moi, ce match-là est c'est peut-être la première fois où je me dis, tiens, là, quand même, il y a tellement de manque dans l'organisation qu'il y a peut-être un souci, quoi. T'en penses quoi, toi, Arnaud ? Il faut Saint-André, il est libre. Saint-André ? Non, et il connaît la Coupe du Monde. Ou Marc Evron. Oui, ou Marc Evron. Non, mais plus sérieusement, là, vous allez changer le staff pour quoi faire ? Ou alors, vous prenez Fabien Galtier, ou vous voulez qu'il est libre. Mais le mec, il exigera, il aura raison. Il dit, mais là, attendez, je vais aller au casse-pipe au Japon jusqu'en 2023. On part maintenant, là. Je vais choisir 31 types que je pourrais, mais on construit sur la durée. Mais ça se passera pas comme ça. Et puis là, il reste vraiment pas de temps, quoi. Alors après les jeunes, est-ce que Bamba il aura appris grand chose à Dublin hier ? Je suis pas sûr. Au bout de 5 minutes, il se remontait les chaussettes. Au bout de 8, il se grattait le short. Je veux bien que ce soit une force de la nature et qu'il sera sans doute un grand pilier, mais là, Félix Lambé chez All Black, ça irait. Mais dans une équipe qui recule, il fera pas 28 plaquages chaque semaine parce qu'il va y laisser les épaules. Après, ce qu'il faut espérer, c'est que... compliqué, quoi. Quand tu parles de Bamba, Arnaud, ce qu'il faut espérer, c'est que justement, ils apprennent et qu'ils comprennent que ce que leur propose aujourd'hui le niveau du top 14 n'est pas suffisant. Mais hier, Bamba, il est dans le rouge au bout de 10 minutes. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent que... Oui, mais lui, en plus, il est en Pro, D2. Et bien sûr. Mais toi-même, c'est toi qui as fait cette interview de Lambé qui était très bien cette semaine. Lambé, je pense qu'il a compris, je ne sais pas quand, mais dans ce tournoi, peut-être que ça lui a sauté à la gueule. Il a compris que le niveau international était une dimension totalement différente du top 14. Et du coup, l'espoir, c'est que chez lui, comme chez Bamba, comme chez Tama, comme chez Dupont, comme toute cette génération qu'on va arriver, qu'il y ait la prise de conscience qu'il faut en faire plus, qu'il faut amener le top 14 plus loin, qu'il faut qu'il y ait plus loin dans l'intensité dans le jeu et que eux, il faut qu'ils aillent se rajoutent des séances pour tenir ce niveau international. Je crois que c'était pas tellement le cas avant ce tournoi. Chez les joueurs, c'était pas tellement installé. Et cette génération, si elle joue aujourd'hui, il y a qu'un espoir. Enfin, il y a quelqu'un. C'est pas avec cette génération, je pense qu'on sera champion du monde en 2019, mais il y a qu'un espoir, c'est qu'elle apprenne et qu'elle se dise, voilà, niveau d'exigence supérieur et on vise 2023. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais déjà, oui, mais le problème, c'est que si tu apprends en prenant que des roustes, c'est fatigant, quoi. Ouais, si tu apprends en prenant que des roustes, c'est fatigant. Hein. C'est sûr qu'il va falloir tu vas y laisser puis Bamba, là, je focalise pas sur Bamba, mais Bamba, il a 20 ans, quoi. Et là, je me disais hier, mais si ça continue comme ça, à 23 ans, il ne jouera plus. Tu prends un match, il avait quand même, contre l'Écosse et l'Angleterre, il avait montrer de belles choses. Et hier encore, il montre de belles choses hier, sur certains ballons. Il peut jouer. Non, quand même pas, je crois pas. À quel poste ? Ouais, mais bon, il s'est fait arracher les ballons. Romain Tama, qui hier, il n'a pas été mauvais, ni bon, il a été rien, quoi. Il a touché 3 ballons. Il n'a pas eu de ballon. Il a touché à moitié moins de ballons de Sexton, largement, je crois. Alors, on est au fond de la gamelle, quoi. Il faut l'admettre. Et agir. Il faut l'admettre. Et pas se dire que 3 mois de préparation, déjà, on l'entend plus, ça. 2 ou 3 mois de préparation, on va rattraper le retard. Il faut changer. Il faut tout changer. Si la priorité, c'est l'équipe de France, la priorité, c'est l'équipe de France. Et on fait moins de clubs. Mais
Chez les Anglais, c'est différent parce qu'il y a de l'argent qui circule, il y a des flux d'argent qui circulent de la Fédé au club, quoi. Oui, et du coup, il y a une mainmise. Et là, nous, on veut tout. Et la Coupe d'Europe, et le machin, et ceci. Puis là, mais hier, c'était, là, c'était ahurissant, quoi, franchement. Ils sortaient pas de leur ligne, là. Surtout pour une première mi-temps, en plus, parce qu'à l'habitude, il y a des équipes qui lâchent, ça arrive, hein, mais c'est surtout après la pause, quoi. Quand le score est déjà fait, tandis que là, c'est dès le départ, 2 équipes fraîches face à face, 40 premières minutes à sens unique, quoi. Impressionnant, ouais. Du coup, messieurs, il nous reste un dernier match pour ce tournoi, samedi prochain, à 13h30 d'ailleurs. L'Italie qui est sur une série de 21 défaites, hein, si j'ai bien compté, sa dernière, dans le tournoi. Sa dernière victoire remonte à 2015 en Écosse. De toute façon, si les Bleus gagnent, c'est normal. S'ils perdent, ça étonnera véritablement personne. Du coup, il peut servir à quoi, en fait, ce match contre l'Italie, Laurent ? Il peut justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux jeunes, moi je serais partisan de les remettre à tous dans le circuit sur ce dernier match pour essayer de leur faire gagner des matchs avant la Coupe du Monde, quoi. Donc c'est reprendre un petit peu confiance après ce camouflet de dimanche, quoi, pour repartir un petit peu avec un peu d'allant sur la préparation en juin-juillet, où là à nouveau les équipes recroiseront la route des Italiens mais aussi des Écossais qu'ils ont battus il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est parce que bon, après le classement, de toute façon, s'ils gagnent, ils seront 4e, c'est quand même pas un résultat extraordinaire. S'ils perdent, ils se partageront la dernière place. Ils seront devant les Italiens quand même. De toute façon, le pire a été évité avec la victoire contre l'Écosse. Au moins, ils sont sûrs de ne pas avoir la cuillère de bois. Ce qui aurait été quand même malgré tout une sorte de couronnement vu la décennie qu'on était en train de vivre avec cette équipe de France. Et à part ça, qu'attendre de plus je pense que l'enjeu du match, c'est surtout l'enjeu du staff, hein. Quand je dis ça, je ne connais pas les intentions de Bernard Laporte et Serge Simon concernant le staff de l'équipe de France et les conséquences sur sa composition d'une défaite en Italie. Mais c'est sûr qu'une défaite en Italie, ça serait un pas de plus dans la critique, on va dire, générale autour du staff de l'équipe de France aujourd'hui. Ça veut dire que ça serait 6 mois d'ici la Coupe du Monde, passé avec la pression, des remises en cause. Voilà, enfin, ça créerait un climat extrêmement négatif. Et peut-être que ça pousserait aussi Bernard Laporte et Serge Simon à changer le sélectionneur, un membre du staff. Je crois que c'est l'enjeu pour moi, là, comme ça, je pense que c'est l'enjeu du staff de l'équipe de France aujourd'hui. C'est est-ce que tout le monde survivra au match de Rome ? Est-ce que... Voilà, il y a 3 semaines après l'Angleterre, il y a un nom qui est ressorti, on en parlait tout à l'heure, c'est celui de Galtier. Il n'est pas ressorti par hasard. À notre connaissance, il n'a pas été contacté, mais ce nom n'est pas ressorti par hasard. Il a été jeté comme ça parce qu'il y a des gens qui ont... Ça a amusé de mettre ce nom-là, ou c'était juste un signal, quoi. Et je pense que son nom ou d'autres ressortiront aussi l'équipe de France perd à Rome. Et peut-être qu'une décision serait prise là, cette fois-ci. T'es d'accord, Arnaud ? Ouais, mais après, il faut pas oublier une chose. Jacques Brunel, il a déjà vu perdre la France à Rome. Il était sur le banc d'en face. Oui. On le rappelle qu'il a été sélectionneur de l'Italie. En 2013. Il était sur le... Après, il y a quelques gens, Julien Bonner, Guillaume Dirado, il était de la première en 2011, la première défaite sous Marc Lévremont. Donc, ils sont assez quand même prévenus, quoi. Là, je sais plus, des joueurs hier qui disaient, on pense que c'est la dernière sélection à domicile de Sergio Parisse, donc on sait que les Italiens vont nous attendre. Ils y vont pas, c'est pas l'Italie pour émettre 40 points, quoi. Non, mais cette peur-là qui habite les joueurs, c'est toujours particulier à gérer, parce que à la limite, aller jouer en Italie, c'est pas comme aller jouer à Twickenham. Twickenham, quelque part, t'as rien à perdre, entre guillemets. En Italie, c'est toujours un match un peu plus compliqué à aborder, parce que tu sais que si tu perds, t'es ridicule, et tu sais que le problème, c'est que tu sais que tu peux perdre aujourd'hui. Et Renaud Bourrel et Pierre-Michel Bonneau et moi-même, on va essayer de tenter le triplé.
C'est-à-dire parce que journal de l'équipe, on est les seuls à les avoir vu perdre en 2011 et en 2013 à Rome. Et alors, donc là, on est en lice pour le triplé. Vous avez prévu une célébration particulière? Ouais, je pense qu'on arrête notre carrière. Hein. Et Pierre-Michel reste à moustache. On envoie des papiers vides avec juste nos noms. Non, mais c'est maintenant, vous dites que on va aller à Rome, ça va être bon après. J'attends peut-être qu'on aura la fameuse pâte toulousaine dont on m'a beaucoup parlé. Parce que là hier, je l'ai pas trop vu. Forcément, tu sais bien que le jeu commence devant et devant ils n'ont pas avancé, donc derrière ils n'ont pas eu de ballon. Et devant il y avait El Deguerri, non? Oui, par intermittence. Ouais. C'est donc une intermittence de 10 minutes d'ailleurs. Ça a été l'intermittence, ça va être. Voilà. Mais bon, ça peut être. Normalement, ça doit passer, mais. Oui, enfin, normalement, comme ça, tu sais. Il suffit d'une mêlée relevée, d'embrouille, de trucs. Voilà. Ouais, il suffit de. Ça va se chacailler pendant un quart d'heure. Et normalement, contre le Japon, ça devait le faire. Et normalement, contre les Fidji, ça devait le faire. Et non, aujourd'hui, l'équipe de France, elle peut pas se dire ça. Il n'y a pas de normalement. La normalité de l'équipe de France, c'est un niveau médiocre. Donc, cette normalité-là, elle ne permet pas de se dire, normalement, ça va le faire en Italie. Là, les équipes qui ont poussé l'Italie dans ses retranchements, enfin, qui leur ont mis des branlées pour parler grossièrement récemment, c'est des équipes qui maîtrisent leur rugby, qui imposent des séquences. Est-ce que l'équipe de France, elle va réussir à imposer des séquences qui vont faire souffrir les Italiens? Je sais pas. Elle peut pas. Elle a réussi à le faire parfois contre l'Écosse, mais ça sera un autre match en Italie. Et la dernière fois qu'elle avait imposé les séances comme ça en Italie, c'était en 2013, je me souviens. Ça avait imposé, et Maxime Machenaud avait fait une percée d'enfer. D'enfer. Et il s'était retrouvé tout seul. Un Italien avait pris le ballon et il avait laissé 80 mètres après pour les Italiens. Voilà. Donc là, s'il revoit ces images-là, je ne sais pas s'il faut faire des temps de jeu. Là, tu ne sais plus ce qu'il faut faire en fait. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. S'il faut déclarer forfait, s'il faut dire bon, allez, vous l'avez là. Tout ça on vous donne le trophée Garibaldi. Tout ça est de bon augure. Je vous demande votre pronostic du coup pour cette Italie-France. Arnaud, tu vois quoi comme pronostic, toi qui est vraiment, vraiment fort, hein. Je suis impressionné. À la Fred Bernès, 14-14. Je serais jamais loin de l'arrivée. Non, allez, 10-22. Et j'ai le champion de la semaine dernière en face de moi. Il peut vous le donner, son score. Allez. Renaud? De quoi? Le score de Italie-France? 30-15. 30-15 ou 15-30? 15-30. 15-30. Alex? Voilà. 24-20 pour la France. Ok. Et Laurent? 16-26. On est tous optimistes. Donc on est dans la normalité, quoi. La France doit gagner contre l'Italie, quoi. C'est pas tellement ça, mais c'est qu'on espère un peu, en fait. C'est-à-dire que nous, jeunes journalistes, contrairement à toi, Arnaud, on n'a pas trop vu gagner l'équipe de France. Ah oui. J'ai fait des stats hier, je me suis amusé à faire des stats. L'équipe de France, depuis 2010, elle gagne un match tous les 2, et quelques. Et depuis 2015, un match tous les 3, quelque chose. Mais c'est bien. Et en fait, dans les décennies précédentes, c'était une victoire tous les 1,5. Donc c'est pour vous dire, voilà, on parle de plongée de l'équipe de France, elle se vérifie dans les chiffres. Et donc, voilà, sur les journalistes aussi, moi, j'ai jamais fait mon bilan, mais je crois que j'ai vu plus de défaites que de victoires. Très bien, messieurs. Très bien, madame. On te salue, Arnaud, qui est dans une grotte à Dublin. Merci à tous. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais donc avec Arnaud Requena. Ciao. Alex Bardot et Laurent Campistron. Merci à Sébastien Salis à la technique. Merci à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.